Alain, je vais te laisser prendre la parole. Alain, tu es directeur pour la France chez le courtier WHL Finvest. Tu es trader et analyste d'expérience. On va commencer, je suppose, par la paire euro-dollar. Je te laisse nous présenter ton point de vue. Oui, merci Fabien. Donc effectivement, je suis le responsable pour Self-Invest en France. Précédemment à cela, j'étais également le gérant de la société Proat.com qui éditait notamment le site Univers Bourse. Si je vous dis ça, c'est parce que vous allez pouvoir retrouver l'intégrale de ma présentation, accessoirement celle de Benoît Fernandez-Rioux également, qui sont en ligne sur le site Univers Bourse. Donc c'est même pas la peine de prendre des notes. Et il y en a même plus de l'écrit peut-être sur le site que ce que je dirais. Donc vous vous rendez sur Univers Bourse et vous allez retrouver la présentation là que j'ai intitulée pour effectivement cette conférence. Alors je l'ai intitulée Perspective à 6 mois sur Euro USD, USD Yen japonais, AUD USD et GPB USD. Donc le cahier des charges qui nous a été donné par M. Malpel, c'est d'analyser ces 4 paires de devises sur une perspective grosso modo de 6 mois, en sachant qu'on se redonnerait un peu rendez-vous dans 6 mois au salon du trading qui aura lieu en septembre pour refaire le point un petit peu sur ce qu'on vous aurait raconté aujourd'hui. Donc par définition, mes présentations vont reprendre des graphes hebdomadaires. Donc là à l'écran, vous avez un graphe hebdomadaire de l'euro-dollar donc sur plus de 10 ans. Et en dessous, vous aurez un zoom. Donc ce qui est important sur quelle que soit la parité que l'on veut s'intéresser, c'est toujours, bien sûr, de faire une analyse un petit peu séparée de la devise de base, qui est l'euro dans ce cas-là, et de la devise de contrepartie, qui est le dollar. Des analyses séparées, notamment au niveau des politiques des banques centrales, pour rapporter cela un petit peu dans le ratio et voir si ça peut effectivement impulser une tendance assez durable. On le voit à l'écran, on est sur ce graphique-là en tendance très baissière depuis très longtemps, mais on est sur un point clé aujourd'hui à 1,25, vous le voyez forcément, et ce point de 1,25, c'est pas tout à fait un hasard. On avait fait dans un autre but, dans un autre cadre, début décembre, une analyse sur les perspectives de 2018. À l'époque, on n'était pas à 1,25 et on donnait 1,25 comme objectif qui correspond notamment, on est au salon d'analyse technique, il correspond au report du range 1,05, 1,15. Donc sur 1,25, donc un premier objectif théorique qui arrive en confluence avec cette résistance baissière très long terme. Donc c'est tout à fait logique qu'il y ait une période de temporisation, on pourrait dire, à ce niveau-là. Mais donc pour moi, et pour parler de la paire euro-dollar, et ensuite pour redonner la parole à mes collègues, donc je vois essentiellement que tant qu'on ne va pas remettre en cause cette dynamique haussière, c'est-à-dire qu'il y a un niveau qui était important, c'est le 1,15. On voit que sur 1,15, on a eu une inversion de polarité, donc fin 2017, c'est-à-dire qu'en 2017, on a pris une vraie envolée sur l'euro USD pour franchir les 1,15. Une fois que ça a été franchi, on est venu s'appuyer de nouveau dessus. Et on s'était précédemment à cela arrêté sur les 1,20. On a redébordé les 1,20. Donc pour moi, j'ai deux niveaux à surveiller, c'est 1,20 et 1,25. Donc tant que 1,20 n'est pas enfoncé, on peut penser à une possibilité de franchir directement les 1,25, et si 1,20 vient être réenfoncé, on aurait peut-être d'ici décembre le travail du range 1,15, 1,25. Donc si 1,20 vient à ne pas être défendu par les acheteurs, on pourrait travailler le range 1,15, 1,25 d'ici septembre. Et si par contre 1,20 n'est pas réenfoncé, on peut cette fois-ci sortir de cette dynamique baissière très long terme que je vous avais présenté précédemment, et donc viser probablement un 31,40 d'ici septembre. Voilà, pour essayer d'être assez bref quand même, puisqu'on a 4 parités à analyser et on est 4, donc voilà. Benoît Fernandez-Rioux, qui est trader pour compte propre, analyste et formateur, donc également ton point de vue sur l'euro. Merci. Effectivement, vous m'entendez bien? Okay.
Donc effectivement, je suis assez en phase avec ce que disait Alain. On a ici un graphe euro-dollar sur le très long terme, en weekly mais assez compressé, donc chaque bougie est une petite ligne verticale. Et vous voyez que ce que vous aviez vu sur le graphique de Alain précédemment est finalement une oblique de fond très long terme. C'est pas la première fois qu'on la montre, hein, parce qu'elle est tellement importante qu'on la voit. Et vous voyez que finalement, c'est pas une ligne précise au pixel près, c'est plus une zone effectivement qui tourne actuellement autour des 1,25, 1,28. Donc on a touché les 1,25, on a encore du potentiel aujourd'hui pour monter sur du... parce que le temps passe, donc la ligne descend, on a du potentiel pour toucher du 1,26 à 1,27 sans trop de difficultés. On est à 1,23 actuellement, et effectivement, on est dans une zone de consolidation. Après être parti quand même de bien bas, autour des 1,05 il y a un an, et ces 1,05, donc on laissait place à une envolée de l'euro assez spectaculaire, avec finalement en contrepartie une baisse du dollar, sachant que cette baisse du dollar a été accompagnée quand même d'une remontée des taux de la part de la Fed, ce qui est assez inédit, puisque la Fed remonte ses taux en passant de 0,25 points à actuellement 1,5, et dans le même temps, finalement, c'est le dollar qui se déprécie, alors que la théorie académique, on va dire, est plutôt pour l'inverse, d'accord ? Et puis ce n'est pas Mario Draghi qui a fait quelque chose pour faire remonter l'euro particulièrement, d'accord ? Donc on a quelque chose qui va à l'encontre de la théorie économique classique. On a quelque chose qui devrait continuer dans ce sens, parce qu'en fait derrière, qu'est-ce qui se passe? On a les banques centrales qui sont à la manœuvre, et notamment la Fed, suite à l'élection de Donald Trump, qui de manière assez claire, eh bien, va faire diminuer la parité du dollar. C'est une sorte de dévaluation qui ne dit pas son nom, c'est une dépréciation finalement dans le temps, une dépréciation puissante mais lente qui va avoir lieu. Et c'est pour ça que cette fameuse oblique, moi personnellement, je pense que c'est un petit peu la fin de sa vie. Alors on va la travailler, ça va être difficile, les 1,28 vont peut-être travailler, les 1,27 aussi, mais à un moment, ça devrait en tout cas casser cette année, en 2018. En tout cas c'est mon pronostic, c'est mon opinion, et donc personnellement je suis long euro-dollar pour viser un premier objectif vers 1,30 en 2018 et plus d'aventure si les choses se passent plutôt rapidement et plutôt bien, pourquoi pas viser les 1,40 qui est quand même finalement le retour du dernier point haut ultime quand on regarde ce graphique. On va zoomer, on va passer au slide suivant et puis après je vais laisser la parole à Jérôme. Ici, c'est finalement ce que vous voyez tout à l'heure, ce que vous aviez vu tout à l'heure finalement, mais en zoomant sur la situation actuelle avec un indicateur. Et vous voyez que le weekly, au niveau du stochastique, est en train de croiser pour une prochaine phase de hausse. Alors, les autres indicateurs ne sont pas en phase, effectivement. C'est pour ça que peut-être qu'il y aura une bataille sur cette zone oblique. D'accord? Donc une bataille sur laquelle il va falloir être, je veux dire, persistant si on veut accompagner le marché et ne pas sortir dès le premier rebond. Alors ça n'empêche pas de faire du day trading après au jour le jour sur cette paire, mais voilà une position long terme qui peut être envisagée, une prise de position effectivement. Alors, le stop caché évidemment sous cette oblique hein, du canal haussier, sachant que cette oblique, vous voyez, on n'a pas encore atteint. Hein, donc il y a du potentiel baissier, donc ne vous précipitez pas après la conférence pour acheter l'euro-dollar tout de suite. Hein. Voilà. Alors, on va donner la parole à Jérôme Révillier qui va connecter sur l'écran et présenter ses graphiques. Un mot à propos de Benoît que je n'ai pas précisé lors de sa présentation, c'est que Benoît est aussi consultant pour des grandes banques et donc connaît bien le côté professionnel et spécialiste du Forex. Donc son point de vue dans ce débat est particulièrement intéressant et pertinent à écouter. Merci Benoît. Donc Jérôme Révillier. Jérôme est trader, formateur, responsable du site EOL Trading. Il travaille aussi avec des courtiers, notamment Active Trades. Alors, quels sont les risques associés au moment de la revente, notamment par rapport au fait qu'on va passer par le développement souvent qui est
Alors, par contre, en fait, là, la police, c'est la même qui est là. Est-ce qu'il va c'est pas du BG? Ah, oui. Il a besoin de moi. Ça fonctionne, vous m'entendez? Bonjour à tous. Pardon, hein, on n'est pas prêt, hein, c'est la première de la journée, donc il faut un peu de réglage. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un point sur l'euro-dollar, mais mes deux compères ont déjà dit beaucoup de choses, puisqu'on a... Tu as pronostiqué combien? J'ai pas retenu la fin. D'accord, donc on est plutôt haussier. Alors du coup, j'ai plus du tout de graphique, donc ça va être encore plus compliqué. Si tu peux reprendre au moins sur tout. Au moins avoir un peu de graphique. Donc on est dans une phase de consolidation. Si vous regardez un petit peu, excuse-moi, pas très pratique tout ça. Si on regarde un petit peu les évolutions, est-ce que vous connaissez les indices de devises qui donnent les forces relatives des devises? C'est-à-dire, plutôt que de regarder des paires de devises, comme on le fait ici, l'euro-dollar par exemple, vous avez ce qu'on appelle, pour le plus connu, le dollar index, et vous avez ces indices sur toutes les devises, d'accord? Quand on regarde le dollar index et quand on regarde l'euro index par exemple, on voit qu'en ce moment, ils bougent de la même façon. C'est ce qui explique la consolidation qu'il y a en ce moment sur l'euro-dollar. Donc on n'a pas de tendance véritable sur l'euro-dollar, on est en train de consolider. Et dès que j'ai un graphique, je vous illustre ça parfaitement. Et donc on a une consolidation depuis maintenant quelques semaines, un petit peu au-dessus des 1,21. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc j'aurais bien aimé vous le montrer, mais on a une zone, ce qu'on appelle une zone d'overlap, c'est-à-dire une ancienne résistance qui devient support aux alentours des 1,2095. D'accord? Donc les 1,2095 en plus d'une tendance haussière en graphique daily, je vous laisse tracer ça chez vous si je ne peux pas vous le montrer avant. Mais les 1,2095, ça va être notre zone de repère à court terme. Tant qu'on va rester au-dessus de cette zone, eh bien on va rester dans une phase de consolidation. Entre 1,2095 et le plus haut récent qui me semble-t-il, c'est pas me semble-t-il, c'est exactement ça, à 1,2560. Là c'est une phase de consolidation et je rejoins ce qui était dit avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire finalement à moyen terme dans cette zone. A l'inverse, si on passe sous 1,21, il y a deux zones d'intervention que vous devrez regarder. C'est les 1,1890, d'accord, et les 1,1712. Voilà, qui permettront des achats sur repli tant qu'on restera au-dessus des 1,1560. Donc on reste à l'achat. Au-dessus d'un 15,60, on reste à l'achat. Deux zones d'achat, 1,1890, 1,1715. Et puis on vise effectivement dans un premier temps 1,2750 puis 1,30. A l'inverse, si on ne corrige pas et qu'on reste toujours au-dessus des 1,21, la cassure des 1,2560 sera un signal d'achat d'impulsion, tout simplement. On a l'écran. On va faire une conférence sur le Forex sans graphique. J'espère que vous saluerez cette performance. On y est. Tu as du jour. Ah. Tu veux plus? Ça y est, c'est parfait, c'est du jour. Alors, est-ce que tu peux me tracer une ligne à 1,2095, s'il te plaît? Horizontale. Et ça suffira largement pour l'analyse de ce matin. C'est gentil, merci. Voilà. Donc, merci. Vous voyez ici l'appui qu'on a pris, cette petite mèche récemment. Bah ça va vraiment être... Voilà. Ça, c'est vraiment une zone intéressante, hein, entre 1,2095 et 1,2560. Voilà pour moi sur l'eurodoll. Désolé de ces conditions, mais on va y arriver quand même. Merci. Alors, je vois que notre quatrième compère est arrivé, donc le réveil était difficile. Alors, effectivement, le quatrième analyste est Vincent Bois, analyste chez IG, qui va prendre la parole et nous présenter ses graphiques. Euro-dollar toujours, avant d'enchaîner, avec la seconde paire qui sera la livre sterling face au dollar. Maintenant, euro-dollar, c'est parti. Bonjour. Je vais ouvrir mes graphiques. On devrait le faire, je pense.
pas de graphique. On n'a pas de graphique pour le moment, ça devrait arriver. Donc je prends un peu en cours, désolé d'être arrivé après. Le temps d'ouvrir les graphiques, donc on est sur l'euro-dollar aujourd'hui, on a plusieurs facteurs au moyen terme avec les banques centrales qu'on va surveiller, bien entendu la Réserve fédérale la semaine prochaine qui devrait augmenter ses taux, devrait avoir un impact assez important sur la paire de devises. On devrait bientôt avoir les graphiques. Donc c'est ce qu'on va surveiller en premier lieu. Après, il y a bien sûr à moyen terme toute cette réforme fiscale et le protectionnisme de Trump qui pourrait avoir des dommages ou en tout cas faire baisser le dollar américain par rapport à l'euro. Donc on va surveiller sur tout ça dans le niveau macroéconomique. C'est donc ce protectionnisme qui devrait faire baisser et cette réforme fiscale qui devrait augmenter le déficit et donc on devra avoir une pression sur le dollar. Le dollar pourrait être plutôt faible. Après on a différentes personnes qui ont changé dans l'administration de Donald Trump. Certains étaient plutôt pour un dollar fort et d'autres pour un dollar faible. La vision de Donald Trump, c'est donc de pouvoir exporter, de pouvoir faire du commerce international. C'est pour ça justement qu'il négocie, qu'il renégocie tous les traités internationaux comme le NAFTA avec le Mexique et le Canada ou encore avec la TPP qui était en Asie, qui a été re-signée sans les États-Unis. Donc on voit bien que l'Amérique d'abord pourrait en revanche isoler les États-Unis, même si on parle de la première puissance mondiale, pourrait isoler les États-Unis et pourrait avoir un impact assez baissier sur le cours du dollar américain. En revanche, d'un autre côté, lorsqu'on regarde la Réserve fédérale, on attend effectivement au moins 3 hausses de taux, dont une certainement la semaine prochaine, qui pourrait en effet avoir un effet inverse sur le dollar américain et pourrait donc apprécier le dollar. En revanche, les investisseurs ont déjà évalué cet impact, donc c'est plutôt l'administration et l'économie américaine et tout ce protectionnisme qui pourrait avoir un effet important sur la paire de devises. D'un autre côté, lorsqu'on regarde la Banque Centrale Européenne, qui elle va influencer sur l'euro, on a eu un discours par exemple de Mario Draghi hier, où il y a eu la réunion de politique monétaire. Le ton est toujours accommodant, le resserrement monétaire n'est pas pour tout de suite, la hausse de taux ce ne sera pas avant l'année prochaine, voire même au-delà, étant donné que l'inflation n'est toujours pas au rendez-vous en Europe, on n'aura a priori pas de graphique. Donc l'inflation en Europe est même sous-évaluée, en tout cas l'évaluation, la dernière, fait état d'une inflation à peut-être 1,5 alors qu'en 2020 on n'aura même pas 1,7. Donc ces inflations beaucoup trop faibles nous laissent penser que la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne ne devrait pas s'accélérer et les hausses de taux ne devraient pas être d'actualité avant 1 ou 2 ans. Donc voilà, des deux côtés, du côté de l'euro et du côté du dollar, ça pourrait être en effet, pour le moment, à court terme, un dollar qui pourrait s'apprécier avec ces hausses de taux et ce resserrement monétaire. Et par la suite, lorsque, par exemple, le quantitative easing va s'arrêter en Europe et que les déficits aux États-Unis vont commencer à se faire sentir, c'est là qu'on va peut-être sentir une inflexion, ou en tout cas un dollar qui devrait plutôt partir en baisse. Donc désolé pour les graphiques, on va rester sur la macroéconomie pour l'euro-dollar et le temps que j'ouvre les graphiques, on pourra enchaîner sur les autres paires de devises. Merci. Alors, très bien. Donc, une situation un peu paradoxale, on va dire fondamentalement, puisque remonter de taux, comme le disait Benoît, qui ne renforce pas la devise parce qu'il y a d'autres problématiques qui entrent en jeu. C'est une situation un peu spéciale. Qu'est-ce que tu en penses? C'est effectivement une situation spéciale, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va à l'encontre de la théorie classique. Vincent a parlé de 3 à 4 remontées des taux attendues cette année. C'est vrai que logiquement le marché s'attend à ce que Jérôme Powell procède à une première remontée de taux en ce qui concerne en mars, donc très prochainement. Cependant, souffler et faire entendre le fait qu'on ait 4 remontées des taux si possible cette année, puis ensuite décevoir les attentes, ça devrait plutôt aller à l'encontre du marché et du coup ça devrait plutôt faire baisser le dollar. Donc finalement
c'est les attentes déçues et le fait que les choses sont déjà pricées au niveau des remontées et que peut-être qu'on n'aura pas une remontée si rapide et si fréquente. Je dis si rapide parce qu'il y a aussi une question de ce qu'on appelle les dots, c'est-à-dire qu'ils peuvent procéder peut-être en mars à 0,25% de remontée des taux, mais ils peuvent très bien aussi décider de remontée inférieure comme 15 points de base, peut-être 10, peut-être symboliquement 5 points de base. Et ça décevrait aussi les marchés qui s'attendent quand même à 4 hausses de fait sérieuses. On va passer à la paire GBP-USD. On va commencer par le dollar yen et on fera GBP-USD en troisième, pardon. C'est Alain qui va commencer cette présentation, je pense, vers de mémoire. Alors attends, parce que justement, on a fait une petite bidouille là. Jérôme m'a envoyé son graphique, donc je vais laisser la parole d'abord à Jérôme, puisqu'il a son graphique à l'écran. Merci Alain. Alors je vais juste faire 30 secondes sur cette histoire de taux. On est au salon de l'analyse technique, c'est pas vraiment le sujet. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Le fait que les taux remontent et que le dollar baisse est finalement assez logique dans une démarche de marché. Les marchés, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que les marchés, ils ont pricé les hausses de taux avant qu'elles soient faites. Quand les hausses de taux sont faites, les marchés les ont déjà enregistrées. D'accord? Donc ce qui se passe ici, c'est que quand la hausse de taux se produit, les marchés sont largement déjà en anticipation. Ils sont déjà plutôt en train de regarder du côté de l'euro ou du côté de la BCE ce qui peut se passer. L'autre aspect, c'est qu'il faut voir que malgré les mesures de retraite politique monétaire de la Fed, il y a Donald Trump qui annonce des coupes dans la fiscalité qui vont finalement contribuer aussi à relancer et à continuer d'injecter pas mal indirectement de liquidité. Donc tout ça peut quand même trouver une explication. On passe au dollar yen. Dollar yen, donc le yen qui était une des devises les plus fortes l'année dernière, qui continue de très bien progresser cette année. Donc quand le dollar yen baisse, évidemment c'est le yen qui s'apprécie, de la monnaie japonaise, malgré des taux à zéro. Donc là aussi, si on devait suivre un raisonnement basique, les taux sont négatifs même, le yen ne devrait pas remonter. Bon là on a deux effets. On a un effet tout d'abord lié à un peu d'aversion au risque qui est revenu en début d'année. Et puis on a la correction sur le dollar qui s'est manifestée également depuis le début de l'année. Techniquement, pour reprendre un graphique, vous avez ici l'indicateur dont je vous parle, la DXR en bas. Vous avez 4 lignes sur cette ADXR, alors je vais essayer de faire très rapide, mais la rouge et la verte, ça vous donne le sens qui est le plus fort. Rouge pour la baisse, vert pour la hausse. Donc ici, vous voyez que c'est la hausse qui prend le dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est les deux autres lignes qui constituent l'ADX et l'ADXR, donc une moyenne pondérée. Vous voyez qu'elles se sont croisées tout en haut. Vous les voyez, les deux lignes noires et grises de l'indicateur. Et elles commencent à redescendre. Ça, c'est un signal que la force de la tendance est en train de se réduire. Ce qui explique là ce petit moment de flottement un petit peu aux alentours des 105. Alors là, techniquement, pour s'engager un petit peu et laisser la parole aux autres, on a une zone intéressante pour moi à 107,90. On dira 107,50, 107,90 où le rebond devrait se produire. En tout cas, moi, je vendrai sur rebond 107,90 et 109 avec un stop au-dessus des 110,50. Voilà un petit peu le plan en swing. Évidemment, la vente avec une cassure sous les 105,20, mais je vendrai cette cassure uniquement si mon ADXR reprend de la force et se repositionne un petit peu à la hausse. Voilà techniquement le positionnement sur le dollar yen. Très bien. Alors, pardon, le yen pardon, juste pour les objectifs à 101 pour cette vente. Le yen, historiquement, c'est une grande valeur refuge. Le dollar aussi. Dans l'absolu, dans le cas du couple dollar-yen, si jamais il y a une grosse correction et de la peur qui revient, ce serait le yen qui prendrait le dessus davantage que le dollar, à ton avis? Ouais, effectivement, c'est le yen qui fait vraiment valeur refuge. Alors, ce qui est un mot un peu galvaudé, un refuge, le yen, quand on connaît la situation de leur économie. Mais clairement, le yen, en tout cas, c'est le phénomène de rachat, en fait. Quand il y a de l'appétit pour le risque, on emprunte en yen parce que les taux sont très très bas, voire négatifs. Quand il y a de l'aversion au risque, on rachète, et donc on rachète ses emprunts, on rachète le yen. Voilà, c'est ce qui provoque la remontée du yen quand il y a de l'aversion au risque. C'est pas véritablement une valeur refuge. Alors, par rapport
rapport, comme tout à l'heure, je rappelle que vous pourrez retrouver l'intégrale de mon intervention ainsi que celle de Benoît sur le site Univers Bourse, donc avec tous ces graphiques et du texte qui les accompagne bien sûr. Ici, même principe, un graphique sur le très long terme sur l'USD JPY pour effectivement mettre en évidence que sur du très long terme, on a évolué entre 75 et 125. Et, chose intéressante, le niveau médian de ce range très long terme, c'est les 100 tout précisément, avec un rebond au moment, en 2016, on a eu un arrêt de la baisse, on va dire, avec le Brexit et un début du rebond avec l'élection de Trump. Donc j'ai reporté sur l'ensemble de mes graphiques également ces deux points de repère, on va dire, en 2016, qu'ont été le Brexit et qu'ont été l'élection de Trump. On en reparlera certainement un peu plus en détail avec l'analyse du GBP USD. Ici, le même range que Jérôme, forcément, je veux dire, on a les mêmes données quelque part, fatalement. Alors il y a juste ce petit truc là, parce qu'on a des petits problèmes de connexion. C'est éternellement le problème des salons, où on a du mal de se connecter. Donc, on voit ici la chose zoomée. Donc, pour ma part, effectivement, je suis dans l'accompagnement de la baisse également, donc je m'inscris toujours dans une dynamique de plusieurs mois, puisque c'est le cahier des charges qui nous a été donné jusqu'au mois de septembre. Donc effectivement, on vient de sortir de ce range à la baisse, trouver un point d'entrée sur une réjection, grosso modo, enfin un retour baissier, une inversion de polarité sur cette zone de 108 pour reviser probablement d'ici le mois de septembre les 100, un retour sur les plus bas. Voilà. Donc ça ne serait invalidé bien sûr que s'il y avait réintégration donc de ce rectangle, de ce range, donc une réintégration à peu près avec un stop comme Jérôme tout à l'heure, puisque effectivement on pourrait considérer que la tendance baissière serait mise en péril quelque part si on réintégrait le range en question. Donc peut-être donner la parole à Benoît maintenant, parce que j'ai également, j'accumule sur le PC 3 présentations, j'ai plus que la tienne à prendre et puis c'est bon. Voilà. Donc, Benoît. Oui, effectivement, donc plutôt baissier pour Jérôme et Alain pour une poursuite de la dynamique. Benoît, est-ce que c'est ton avis aussi sur le dollar yen? Est-ce qu'on pourrait avoir une poursuite de la baisse? Alors, dans l'absolu, sur le long terme, alors on va voir le graphique, on devrait avoir une poursuite de la baisse parce qu'effectivement on est dans un triangle de très long terme. On va aller sur le yen. Voilà, c'est ce graphique. Donc effectivement on est sur cet effet de triangle. Donc dans l'absolu, sur le très long terme, effectivement, puisqu'on a une pointe de biseau qui nous emmène quand même à du 2020-2021, d'accord? Donc dans l'absolu, effectivement, c'est plutôt baissier sur l'USD JPY, d'accord? Ce qui veut dire que c'est plutôt baissier sur l'USD, ce qui correspond finalement à ce qu'on a dit précédemment, et plutôt haussier sur JPY. Cependant, comme vous pouvez le constater, nous sommes actuellement sur finalement une borne basse de canal baissier. Et cette borne basse devrait agir comme support. Et ce support devrait nous être travaillé pour ensuite renvoyer la paire vers des plus hauts. Comme on est au salon de l'analyse technique, on voit que la borne supérieure, c'est-à-dire l'oblique de fond long terme, on est sur du 112 actuellement. Et avec, au fur et à mesure du temps, ça devrait baisser vers du 111, 110, etc. Donc en fait, à 106 actuellement, moi je suis plutôt haussier d'un point de vue technique, parce que le yen, du coup, enfin cette paire en tout cas, devrait remonter vers cette borne haute. Donc je travaillerai plutôt ça dans un premier temps, sachant que là on est sur des bougies weekly, hein, donc chaque bougie c'est quand même une semaine qui passe, ça nous emmène cette position à viser du 110, 111, parce qu'avec le temps qui passe ce sera plus 112, hein, donc viser 110, 111. Pour cet été, hein, quelque part, avec un stop sous les 104, c'est tout indiqué. Sachant que cette oblique basse descend aussi, donc il faut bien le protéger sous les 104. Hein. D'accord? Alors, juste un mot quand même de fondamental, juste 30 secondes. Ici, on était effectivement à 75, les prédécesseurs l'ont dit, et on est monté sur du 125. 75, 125, c'est énorme en fait. Ça s'est pas fait non plus comme le Brexit en une soirée, mais ça se fait, vous voyez, dans le temps, sur plusieurs années. C'est une dévaluation qui n'était pas son nom, en fait, c'est une dépréciation maîtrisée
par les autorités nippones à l'époque, dans le cadre des Abenomics, donc de la politique du Premier ministre de l'époque. Et on a, vous voyez, ce renvoi vers des 125 à l'époque, et puis clairement un travail sur les 100. Alors on a parlé, Jérôme aussi, en fait, ce fameux chiffre rond des 100 est un chiffre qui, pour le plus long terme, sera quand même à surveiller. Pour l'instant, sur cette première position dont je vous ai parlé, c'est pas le cas, mais effectivement, à terme, ensuite, ça sera ce niveau, pour ceux qui seront là encore dans quelques années, ce sera ce niveau qu'il faudra surveiller et je dirais même travailler, parce que là, on a une banque centrale qui ira dans notre sens, et donc travailler avec les banques centrales, ça marche, jusqu'au jour où ça marche plus. Le jour où ça marche plus, vous avez intérêt à avoir votre stop. Mais le niveau 100, donc à mettre dans un coin de la tête pour plus tard. Ouais, comme tu le dis, c'est étonnant une telle volatilité pour une devise qui représente une économie aussi développée que celle du Japon, puisque ce que tu as dit, la 75 à 125, ça fait quoi, 60-70% de variation. En peu de temps, en quelques années, c'était quoi, de 2008 oui, ça fait de 2012, ça s'est fait en 2 ans en fait. En 2 ans, c'est incroyable. 2-3 ans, oui, tout à fait. Et comment ça enfin, il y a forcément des répercussions, puisque c'est une économie de telle variation. L'idée derrière ça, c'était de sortir le Japon de son marasme économique, c'est-à-dire de sa croissance nulle. Ce qui se passe, c'est que le Japon, bon là, on va rentrer sur un débat qui va être un peu long, mais je vais juste résumer. Le Japon, donc c'est la deuxième puissance du monde, pour seulement 130 millions d'habitants. Donc les États-Unis, c'est le double en fait. Donc ils sont quand même sur une efficacité assez incroyable. Et c'est vraiment le terme d'efficacité qu'il faut comprendre. Et il est assez difficile, sans avoir des lectures de technologie, d'aller au-delà de cette efficacité. Voilà, sachant qu'il y a aussi d'autres problèmes, la population qui vieillit, etc. etc. Mais on a donc peu de croissance, et l'idée c'était à l'époque de sortir, grâce à la politique des autorités nippones de l'époque. Et aujourd'hui ils ont un peu lâché de l'Est, parce qu'ils voient bien que ça ne fait que finalement entretenir quelque chose qui ne peut pas aller au-delà d'où ils sont. Donc effectivement à l'époque on a eu cette forte dépréciation, en tout cas qui a été maîtrisée par les autorités de l'époque. Et aujourd'hui, ils maîtrisent toujours la chose, ils lâchent du lest, mais le niveau 100, c'est la maîtrise. D'accord ? Ça marche, on a retenu ça. Vincent, moi, on va vous laisser la parole. On voit votre graphique à l'écran. Le graphique qui est malheureusement un imprimé écran, donc la plateforme qui est probablement ne fonctionne pas actuellement. On va essayer quand même d'expliquer le graphique. Donc ici on est sur la dernière bougie, on est en journalier, la dernière bougie c'est donc la séance d'aujourd'hui. On a cette résistance, ce support oblique qui a été touché en 2017 2 fois, qui pour le moment, la paire USD-Yen est en train de creuser, surtout du fait de ses craintes par rapport aux États-Unis et à ce protectionnisme, comme une autre personne l'a dit, le yen est souvent utilisé comme valeur refuge, et donc cette bougie qui traverse ce support important, ce support de 2017, pourrait mener par la suite la paire de devises sur ce plus bas qu'on voit qui est sur les 105,50. En revanche, sur du moyen terme, la paire de devises tend plutôt à rebondir du fait, donc lorsqu'on regarde la politique monétaire au Japon, qui est plutôt accommodante et qui devrait rester accommodante un certain nombre de temps, malgré une économie qui est en très bonne forme, avec un chômage très bas. En revenant sur ce graphique, en effet, par la suite, lorsque ces craintes, espérons, se seront apaisées sur les États-Unis, l'USD-Yen pourrait en effet rebondir. Sur le court terme, nous avons un niveau que l'on peut voir et qui bloque la paire de devises, qui est donc censé être, excusez-moi pour l'interactivité, donc qui est censé être à court terme qu'il va falloir dépasser pour espérer par la suite continuer cette accélération. Et ensuite, le deuxième niveau sera donc sur les 108, où on peut voir les plus hauts sur la gauche et également la moyenne mobile qui est en 50 périodes. Nous sommes en journalier ici. Donc ce seront 2 niveaux à passer, mais économiquement, et lorsqu'on regarde en effet la macroéconomie, on peut
on peut anticiper un rebond qui pourrait s'effectuer donc à la base sur les 105. Un dépassement de cet oblique nous amènerait donc sur un premier objectif aller au 107 avant de passer plus loin au-delà des 108 et rejoindre donc un seuil psychologique qui est les 110. Donc à court terme plutôt baissier sur l'USD-Yen du fait de l'achat de Yen et des craintes, et par la suite sur le reste de l'année nous pourrions avoir une tendance plutôt haussière et retrouver donc une tendance à la hausse sur l'USD-Yen. Voilà, merci. Alors, on va passer à la seconde paire la plus traitée au monde, la première étant l'euro-dollar, GBP-USD et la seconde en termes de volume. C'est une paire particulièrement intéressante en période tourmentée, puisqu'en ce moment on est en phase de négociation du Brexit, un événement assez inédit, une paire de devises qui est impactée. Alors dans un premier temps elle avait beaucoup baissé, en tout cas la livre sterling avait beaucoup baissé suite à l'annonce du Brexit. On a une correction assez significative. Jérôme va nous donner son point de vue quant au câble. Alors, le câble. Bon, bah effectivement, une situation exceptionnelle. Alors là, même si c'est pas technique, on a effectivement le Brexit. Enfin, je devrais peut-être dire même on n'a pas le Brexit, hein, parce qu'il se passe quand même pas grand-chose au final. Ils sont en train de négocier point par point. Bon, on leur met un peu la pression, mais finalement, est-ce qu'il y aura vraiment un Brexit? Bon, ça semble être en discussion. Et en tout cas, ce sera pas pour tout de suite. Donc la livre sterling, bah, elle a bien rebondi hein, depuis maintenant la mi-2007. On a une belle tendance haussière. Alors qu'est-ce qui se passe à court terme? La situation techniquement elle est très proche de celle de l'euro-dollar. Si vous regardez, le seul fait marquant sur ce graphique, c'est les ADXR qui sont en zone de signal, c'est-à-dire sous le pointillé noir des niveaux des 20. Donc pour moi ça c'est une zone que je surveille de près parce que ça veut souvent dire qu'on est proche d'un nouveau signal. D'accord? Ensuite, quand on regarde, on a une tendance haussière, pas de problème. Petite phase de consolidation, les moyennes mobiles rapides qui se croisent, là, la bleue et la rouge, qui indiquent une petite faiblesse à court terme, mais la MM100 dessous qui supporte toujours, donc pas trop d'inquiétude. Donc là, bah, comme sur l'eurodoll, à court terme, on ne fait rien en swing trading. En revanche, on surveillera le passage sous les 1,3650, 1,37, 1,3650, qui est une zone d'overlap, donc c'est le pointillé rouge, vous avez compris le principe, une ancienne résistance qui devient support, hein, le passage en dessous, ça ouvrirait la voie à un repli un petit peu plus marqué. En plus là on a la MM100 qui coïncide à peu près à cette zone, donc ça il faudrait le surveiller pour un éventuel retour ensuite vers 1,3330 qui est une zone toujours très importante sur le câble. A l'inverse, bah, on continuera plutôt à être acheteur hein, tant qu'on passe pas sous cette zone, donc plutôt à l'achat sur les cassures des récents plus hauts. Donc 1,43 évidemment, ça c'est le plus haut que vous avez en rouge, mais le passage au-dessus des 1,40 serait déjà un premier signal, notamment si c'est couplé avec une reprise d'impulsion du côté de la DXR. Voilà, donc plutôt à l'achat tant qu'on reste au-dessus des 1,3650. Sinon, on attendra d'acheter sur repli à 1,3330 en attendant de voir si effectivement il y a des acheteurs qui réagissent. Et en ayant toujours en tête évidemment le risque Brexit, parce que même si pour l'instant il y a des discussions en cours, cette devise-là, en règle générale, il faut quand même vous méfier dans les prochains mois, parce qu'on peut avoir des nouvelles politiques. Et d'ailleurs, c'est la vérité sur un peu tous les marchés, la politique va avoir une grosse importance. Et donc ça peut nous donner des mouvements, ce qu'on appelle un peu exogènes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément anticiper, que ce soit avec la technique ou avec autre chose. Donc beaucoup de prudence dans vos positions sur la livre sterling. Ok, je suis sûr que Benoît a beaucoup de choses à nous dire quant au Brexit. Est-ce que, comme Jérôme, tu penses que pour le moment, il ne se passe pas grand-chose et qu'on se dirige vers un soft Brexit, quoi, un Brexit très négocié qui finalement ne remet pas en cause tant que ça les conditions de commerce et d'échange actuelles avec l'Europe, ou tu penses quand même qu'on est dans quelque chose qui peut amener encore beaucoup de volatilité dans les prochains mois, prochaines années? Alors en fait, pour répondre à cette question, je vais directement aller à l'essentiel. Le jour du Brexit, effectivement, moi je n'ai jamais crié avec les loups comme quoi c'était la fin du monde, et je pensais déjà
que le Brexit allait finalement bien se passer pour eux, et c'est effectivement ce qui se passe. Alors effectivement, Jérôme vous l'a dit, et je suis en phase avec ce qu'il a dit, il ne se passe pas énormément de choses, sur le fond en tout cas, et à terme, le fond restera à peu près le même, même si sur la forme, les textes vont peut-être un peu changer à la marge, même s'il y aura des petits détails qui vont changer, mais finalement, au-delà finalement de cette fameuse scène théâtrale qui se passe au quotidien sur la scène médiatique, on devrait trouver un accord pérenne et qui va dans l'intérêt et de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Donc il faut un petit peu faire abstraction du quotidien et des déclarations à la petite semaine que l'on entend de ci de là, même s'il y a des démissions, même si bon, il y aura peut-être des trous d'air, mais en tout cas, vous voyez, quasiment 2 ans après le Brexit, si on compare les chiffres d'avant Brexit, les chiffres macroéconomiques d'avant Brexit et les chiffres actuels, donc 1 an et demi finalement après cette annonce, et ben on se rend compte que typiquement, d'accord, l'inflation a augmenté, mais au-delà de l'inflation, et après tout c'est peut-être une bonne chose un petit peu d'inflation, les banques centrales en recherche, là on est à du quasiment 3%, c'est vrai, mais d'un autre côté, on est loin de l'hyperinflation qui était tout annoncée à l'époque, comme quoi les banques centrales n'allaient pas maîtriser cela, donc 3%, vous voyez, c'est quelque chose de raisonnable. Le chômage a même diminué en Angleterre. Entre avant Brexit et aujourd'hui, on est passé de 5% à du 4,5% à peu près. Certes, le PIB a un petit peu décru, de 2%, il est passé à du 1,5%. Bon, c'est moins bien. Est-ce qu'on est en récession? Non. Et 1,5%, d'un point de vue français, c'est champagne. Donc vous voyez ce que je veux dire? Le Brexit, on nous annonçait la fin du monde n'a pas eu lieu, et évidemment, les mêmes nous l'annoncent pour plus tard. Moi, je n'y crois pas. Donc en fait, c'est ce qui se passe concrètement sur les marchés. Les opérateurs se rendent compte que finalement, bon, après la dégringolade, que finalement, eh bien, les choses ne sont pas si dramatique que cela, et c'est pour ça que le GBP se reprend, que le sterling se reprend, et aujourd'hui, depuis le début de l'année, on vient de casser cette fameuse oblique du grand canal baissier, qui était finalement un canal naturel avant même que le Brexit n'arrive. Le Brexit n'a fait qu'accélérer un mouvement technique qui était là depuis longtemps. Donc on change de paradigme sur l'Angleterre et sur sa paire de devises, donc le GBP-USD, et on est désormais en phase haussière de fond, en phase haussière de long terme, et vous voyez, on est plutôt sur des supports bas de canaux haussiers. Dit autrement, c'est peut-être le moment d'acheter. Quand on était à du 1,33 l'année dernière, on avait fait un webinaire avec Alain, moi j'étais acheteur pour viser un 40, les 1,40 vous voyez ont été non seulement atteints mais largement dépassés. Aujourd'hui à 37, à 39 à peu près. En gros, c'est le moment de continuer à se renforcer sur cette paire, parce que moi je vois un objectif plutôt à du 1,50 à terme, c'est-à-dire cette année. Donc on fera le point en septembre. En tout cas, on devrait se diriger vers les 1,50 d'ici septembre. Très bien. Un point de vue haussier également. Alain, sur la livre sterling face au dollar, est-ce que tu partages ce point de vue? Alors je vais, comme je vous l'ai déjà indiqué, encore une fois je le répète, bien sûr vous retrouverez l'intégralité de tout ça sur Univers Bourse, et l'avantage ici, je fais toujours les mêmes 2 graphiques quelque part. Donc un graphique sur du très très long terme, là encore sur GBP-USD, pour montrer d'une certaine manière l'impact du Brexit, mais on se remarque bien sûr qu'avant le Brexit, la parité avait déjà toutes les peines du monde à se maintenir au-dessus des 1,48, donc l'accélération, la cassure était même intervenue avant le Brexit, et le Brexit n'a constitué qu'une violente confirmation de cette cassure pour ensuite plonger jusqu'à l'élection de Trump. Et depuis l'élection de Trump, effectivement, on est dans une dynamique haussière. Donc moi, ce que j'anticipe sur cette parité, donc c'est une poursuite, toujours objectif vers septembre, un retour à l'avant-Brexit, là encore, effacer intégralement le Brexit, l'impact du Brexit, donc l'impact du référendum, parce que quand on dit il y aura ou il n'y aura pas Brexit, c'est est-ce que véritablement on va mettre des grosses contraintes en Angleterre ou pas. Mais moi aussi je fais partie, comme Jérôme, de penser qu'on risque de ne pas avoir de si grosses contraintes que ça.
À savoir que, petite parenthèse en 2 secondes, il ne faut quand même pas comparer le Brexit à un Frexit ou à quelque chose que l'Italie sortirait, parce que l'Angleterre n'a jamais été dans l'euro. Donc pour nous autres Français, le Frexit ne serait pas du tout la même chose que pour les Anglais. Eux, on n'est pas du tout dans le même truc. Ça, c'était juste pour resituer la chose. Donc, on est en hausse moyen terme. Si 1,36 n'est pas enfoncé, donc 1,36 c'est à la fois le précédent, l'avant-dernier top et sur ce graphique, et d'une certaine manière, donc si cette inversion de polarité n'est pas remise en cause, c'est effectivement le but de relier donc la parité, enfin pas la parité, je dis n'importe quoi là, excusez-moi, de revenir à 1,48, donc qui était un peu le niveau que l'on a vu sur le graphe précédent, qui resitue effectivement sur du très long terme toute son importance ici. Et je dis bien manifestement, le Brexit, je suis comme Benoît aussi, n'a fait qu'accélérer les événements, mais on voit que la tendance était baissière sur du très très long terme, bien avant le Brexit. Très bien. Vincent, votre point de vue sur GBP USD. Petite précision en attendant, Vincent, je crois qu'on vous retrouve quotidiennement pour des analyses des points de marché, etc. Sur IG, sur YouTube. Oui, en effet, merci de le préciser. Donc on va revenir sur le GBP USD, c'est encore un screenshot, désolé. Donc ici on est sur du journalier également, on voit cette tendance haussière qui a été initiée en effet sur le Brexit. Par rapport à ce Brexit que je ne partage pas forcément l'avis, mais je suis plutôt du fait que le Brexit pourrait amener énormément de volatilité jusqu'à au moins 2019, pendant la période de transition également, et donc peut-être que le Brexit sera finalement pas si dur que anticipé actuellement, mais pourra amener une certaine volatilité et une certaine pression sur la paire de devises, même si au niveau économique, le Royaume-Uni se porte plutôt bien, l'inflation est en revanche un peu élevée, et donc le resserrement monétaire pourrait être plus rapide, et donc ramener une tendance haussière sur la paire de devises. En revanche, je partage également l'objectif moyen terme qui est plutôt haussier. On ne voit pas, excusez-moi, sur ce screenshot, le haut du canal que l'on voit sur le graphique tout de même, qui est à peu près à 1,48, 1,50, qui est tout à fait envisageable donc sur du moyen terme, mais c'est ce Brexit d'un côté et cette inflation qui est tout de même importante par rapport aux autres économies pourrait amener une certaine volatilité, et ici à plus court terme nous pourrions avoir une tendance un peu baissière. Nous avons à moyen terme et même à très court terme le Conseil européen par exemple qui discutera des relations du Brexit et donc pourrait mettre une pression, je répète, à court terme sur la paire de devises, et donc rejoindre ce bas de canal où les 1,38 paraît tout à fait envisageable, bien sûr avec des hauts et des bas, donc sur une volatilité importante, et par la suite nous surveillerons bien entendu l'économie et le Brexit. Mais par la suite, à moyen terme, nous pourrions tout à fait revenir au-delà des 1,38 et aller rejoindre ce haut de canal, qu'on ne voit pas, excusez-moi, sur les 1,48, 1,50 à moyen terme. Merci. Ok, c'est intéressant puisque là il y a consensus globalement. Les différents analystes pensent qu'on va avoir une poursuite de la hausse. Il reste quelques minutes, donc on va faire vite sur l'AUD-USD, Jérôme. Alors je vais juste conclure parce que moi je vous donne rendez-vous dans l'auditorium pour une conférence sur le VIX que je vais animer d'ici un petit quart d'heure. Donc on va parler volatilité et VIX sur les marchés. Je serai également sur le stand d'Active Trades qui sont mes partenaires, et vu qu'on les a pas cités, je vais les citer quand même. Pour la UD-USD qui était la dernière paire de devises à la Chine, donc surveillez un peu du côté de la Chine ce qui se passe, ça peut impacter un petit peu le dollar australien. Techniquement on est dans une phase baissière, moi je vendrai les zones entre 0,7815 et 0,7850 avec un stop à 0,80 pour viser un repli aux alentours des 0,77, 76, voilà, pour vous donner en gros, mais on va conclure. Je vais laisser le temps que je prépare l'autre conférence, mes amis, et de rentrer en plus dans les détails. Donc merci beaucoup d'avoir été à cette conférence. D'une manière générale, sur le marché d'échange, restez toujours très prudent, hein, vous connaissez les risques. En swing, c'est de plus en plus dur de détecter une tendance en raison des risques principaux politiques et macroéconomiques. Donc ce qui challenge un petit peu le suivi de tendance. Donc voilà, travaillez ça sereinement, restez sur des configurations finalement assez simples, et un bon money management, ça vous sauvera un paquet de fois. Voilà, très bonne journée à vous, on se retrouve un peu plus tard. Merci Jérôme. Benoît, sur la UD-USD.
effectivement, rapidement aussi, on était sur une paire historique de carry trade à USD. Aujourd'hui, on est sur du 1,5% rémunéré d'un côté, 1,5% rémunéré de l'autre. Donc le carry trade n'a plus lieu d'être en tout cas. Alors cependant, les anticipations de marché font que normalement c'est USD qui devrait continuer à remonter, peut-être ce mois-ci, et donc avoir de nouveau un petit delta. Alors, il sera trop faible pour parler de carry trade, mais voilà, c'est le sens de l'histoire. En tout cas, on est donc sur un canal haussier, et effectivement, je partage un petit peu l'avis aussi de Jérôme. Bon, moi, sur une configuration comme ça, je ne ferais personnellement rien, mais j'attendrai de toucher une borne, soit en bas, soit en haut. Maintenant, si vous voulez absolument faire quelque chose, vous pouvez, mais il va falloir peut-être plus travailler sur du swing à la semaine, donc ne pas viser des grandes amplitudes pour cet été, par exemple, ou pour septembre. Donc, plutôt attendre qu'éventuellement on revienne sur les 0,78, 0,77, hein, la borne basse, parce que c'est la logique qui sous-tend le marché. Mais c'est vrai que le stochastique commence déjà à croiser, donc il se peut, parce que c'est déjà ce qui s'est passé par le passé, ce qui se passe dans un canal des fois. Des fois on a un retour vers le haut, sans toutefois toucher finalement la borne basse, sachant que la borne basse du coup peut devenir une sorte de zone et non pas être une ligne un petit peu comme on vous l'a montré tout à l'heure. Donc en fait, peut-être que ce trade ne pourra pas être fait parce qu'on va peut-être repartir à la hausse tout de suite et que le train sera déjà là. Donc ça c'est pour les plus sportifs. Sinon, pour les plus sécuritaires, attendez un signal un peu plus clair. Mais sinon, de façon générale, pour le long terme, je serais plutôt quand même haussier sur cette paire pour viser des plus hauts. Très bien. Alain, sur AUD-USD. Oui, ben effectivement, le canal, ben, il est tellement évident que je pense que tout le monde va l'avoir, quelque part, du moins. Donc on le resitue ici, toujours pareil, sur du très très long terme, donc on resitue l'impact de ce canal. Et quelque part, ce qui est intéressant, c'est que le double top, en quelque sorte, dans ce canal, donc les derniers points hauts au sein de ce canal, au niveau des 0,81, coïncide quelque part avec un très ancien point bas en 2009 et surtout un niveau qui, après avoir été cassé en 2015, a vu son inversion de polarité. Donc ce qui est important, on est au sein de l'analyse technique. N'allez pas penser une seconde, dans certains livres, parfois on lit au plus un niveau est touché, au plus il se renforce. Dites-vous bien que c'est tout l'inverse. Au plus un niveau va être travaillé, au plus il se fragilise, puisque un support touché 3 fois, la 3e fois, les acheteurs sont encore là, se manifestent, mais épuisent plus d'énergie. À la 4e fois, ils ont des chances de ne plus avoir du tout d'énergie et de ça se casser. Donc, au plus il y a d'impact sur un niveau qui soit alors, plus important encore sur un niveau horizontal. Parce que vous l'avez certainement vu, on met tous des petits canaux pour nous aider, mais les canaux, les traits obliques, c'est chacun les apprécie un peu comme il veut, en fonction de sa représentation graphique. Pour peu qu'ils soient en linéaire ou en logarithmique, il n'a encore pas tout à fait les mêmes canaux. Donc ce qu'il faut bien retenir, ce qui est le plus important pour moi, en termes d'analyse technique, ce sont les niveaux horizontaux. Parce qu'un niveau horizontal, il sera là sur mon échelle linéaire, sur mon échelle logarithmique, il sera là en KJ, en Renko, en cassure en 3 lignes, en ce que vous voulez, en point et figure, ça sera toujours mon niveau horizontal. Donc tous les opérateurs, quelle que soit leur approche, verront ce niveau horizontal. Alors que tous les niveaux obliques, on les met pour nous aider, parce qu'ici on cadre, bon ben voilà, on est dans une dynamique haussière, certes. Après, je fais le petit zoom, et moi je suis un peu comme Benoît, c'est pour accompagner ce mouvement. Bon, pour le coup, là j'ai aussi mis Trump et Brexit, mais on voit que ça a beaucoup moins d'importance sur cette parité. Là, il y a beaucoup moins d'importance que sur GBP-USD par exemple. Donc, mon niveau de surveillance, c'est plutôt, Benoît a dit, mon stochastique était en train de se retourner, on n'ira peut-être pas au bas de mon canal. Moi, je suis en train de vous dire que les 0,81 touchés 2 fois, si on y revient une 3e fois, ça peut casser et accélérer nettement. Donc, effectivement, prendre une position maintenant, on a un risque minimal en mettant le stop en dessous de ce qui ressemble déjà à un point bas. On est en graphique hebdomadaire, là, attention, on est en graphique hebdomadaire, et on aurait la confirmation, prendre une petite position maintenant pour la renforcer quelque part au passage des 0,81 qui serait la confirmation de ce que je vous raconte. Ça marche. Et bien, pour terminer, Vincent, sur AUD-USD,
historiquement, les devises océaniques effectivement présentaient des forts taux d'intérêt qui amenaient des stratégies spécifiques. C'est moins le cas aujourd'hui, comme le disait Benoît. Donc c'est une autre manière de les travailler. En tout cas, Vincent, quel est votre point de vue? Merci. Donc effectivement, la UTUSD est toujours sur un graphique figé. Donc ici, on est sur le graphique journalier. En effet, pour le moment, la perte de devises est plutôt volatile du fait de l'évolution du dollar américain. En Australie, au niveau économique, l'économie se porte plutôt bien. La politique monétaire est plutôt accommodante et devrait aller rester du fait de problèmes qu'on ne va pas détailler aujourd'hui. Donc la politique accommodante devrait rester, alors que justement à court terme, on aura plutôt un resserrement monétaire. Comme certains l'ont dit, le resserrement monétaire est déjà anticipé, mais cela pourrait faire apprécier le dollar américain, et donc cette paire AUD-USD pourrait essayer de rejoindre de plus bas. Le plus bas que nous voyons, qu'on voit à peu près, est sur les 0,7712 ici, et donc à court terme nous pourrions revenir sur ces niveaux de 0,77 avant par la suite en effet de reprendre une tendance haussière avec un probable resserrement monétaire par la suite, et aux États-Unis de l'autre côté ce déficit et cette monnaie américaine qui pourrait en revanche retourner, en tout cas descendre par rapport au dollar australien. Donc sur les niveaux ici en moyen terme, en court terme, on pourrait voir les 0,77 et donc une poursuite de cette tendance plutôt baissière avant de venir confirmer un éventuel retour haussier avec ce haut avant la dégringolade. Donc juste à gauche, vous avez un niveau qui est sur les 0,795 et qui pourrait confirmer justement un retour haussier avant une réelle validation, si on reste sur l'aspect technique, des 0,87 juste en haut. Et là, nous pourrions poursuivre en effet sur la fin de l'année, comme je vous le disais, plutôt en surveillant l'évolution du dollar américain, parce que l'AUD a tendance à être beaucoup moins volatile. Donc voilà, pour conclure, à moyen terme, nous pouvons rester sur une tendance baissière vers les 0,77 et par la suite reprendre un peu une tendance haussière avec un 0,795 qui nous confirmerait un retour haussier sur la UDUSD. Merci. Merci à tous. Pour plus d'informations, pour discuter avec les différents analystes, vous pouvez les retrouver sur leur stand ou au fil des conférences proposées dans ce salon. Merci à vous.